Excellente soirée à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte ce jeudi en grande pompe à Dubaï. Durant 2 semaines, les négociations sur le climat et la transition énergétique s'annoncent ardues. La Côte d'Ivoire est représentée à ce rendez-vous sur le climat. La délégation ivoirienne est conduite par le vice-président de la République, Témoko Méliès Koné. Situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme remet son rapport au haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana. Le rapport annuel 2022 du Conseil aborde les sujets en lien avec les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits catégoriels. Et puis, guerre Israël-Hamas, 8 otages ont été libérés ce jeudi, 2 en milieu d'après-midi et 6 supplémentaires dans la soirée. L'une de ces otages est la franco-israélienne Miachem. Bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 novembre 2023 à la signature d'un décret abrogeant le décret numéro 2021-179 du 29 mars 2021 portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République exprime sa gratitude à M. Abdourahmane Cissé pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que pour son engagement au service de l'État, fait à Abidjan le 30 novembre 2023. Je le disais à l'instant, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte ce jeudi en grande pompe à Dubaï. Durant 2 semaines, les négociations sur le climat et la transition énergétique s'annoncent ardues. Témoko Méliès Koné est à ce rendez-vous. Le vice-président de la République est à la tête d'une forte délégation. Grace Kando, envoyé spécial. Dubaï, aux Émirats arabes unis, accueille les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques. Parmi ceux-ci, la Côte d'Ivoire, dont la délégation est conduite par le vice-président Témoko Méliès Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Pendant une dizaine de jours, les milliers de participants vont échanger sur plusieurs thématiques liées notamment à l'adaptation, à l'atténuation, à la finance climatique et sur la problématique du marché carbone. C'est une opportunité pour nous pour défendre la cause des femmes qui sont les plus touchées dans le cadre des changements climatiques. Aussi, nous avons des réserves importantes. Nous pouvons dire que nous avons les énergies renouvelables qui nous sont apportées demain et nous souhaitons vraiment pouvoir défendre au maximum ces aspects-là au niveau de la COP. Et nous sommes venus pour voir avec nos partenaires qui sont là quel effort, quels moyens nous pouvons mettre en œuvre, quels acquis nous pouvons capitaliser pour que nous puissions, dans le cadre de nos activités, réaliser des ouvrages qui luttent contre le changement climatique. Ce rendez-vous mondial sur le climat sera l'occasion pour les ministres de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique et des eaux et forêts de nouer des partenariats avec les différentes parties prenantes pour renforcer la résilience des communautés ivoiriennes face au changement climatique. L'engagement a été pris de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse en 2030 avoir un couvert forestier qui est égal à 20% de son territoire, ce qui correspond à peu près à 6 500 000 hectares de forêt. Alors, pour pouvoir l'atteindre, il faut pouvoir rechercher des financements et ces financements sont évalués à 616 milliards. Et ces 616 milliards, pour pouvoir les avoir, il faut pouvoir faire du lobbying, il faut pouvoir rencontrer des partenaires, il faut pouvoir présenter des programmes et les projets. Et la COP 28 est, disons, le forum idéal. La Côte d'Ivoire vient à ce forum pour présenter les efforts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout rechercher les moyens pour pouvoir financer ces actions. Les domaines d'émissions de gaz à effet de serre ont été ciblés. Il y a la foresterie, il y a le transport, il y a un ensemble de facteurs qui contribuent à la pollution. Donc les efforts vont porter dans ce domaine.
Mais essentiellement, il s'agit de financer des projets qui rentrent dans les mesures d'adaptation. Au dire des experts, si rien n'est fait d'ici à 2030, plus de 6% du produit intérieur brut sera impacté par les changements climatiques. Ce samedi 2 décembre, le vice-président Thiemoko Meïlet Kone va porter la voix de la Côte d'Ivoire sur l'action climatique à la tribune des Nations Unies. Et en Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme vient de remettre son rapport 2022 au haut représentant du président de la République. Ce rapport, qui devrait être présenté au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, aborde les sujets en lien avec les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits catégoriels. On voit cela avec Éric Kogoré. Voici le rapport 2023 de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, remis par Nabizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, à Gilbert Kone Kafana, haut représentant du président de la République. Chaque fin d'année, ce conseil produit un rapport en situation réelle, destiné au président de la République. Il comprend les acquis, les difficultés et les perspectives. Au titre des acquis, l'on peut citer entre autres l'accréditation au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, la disponibilité d'un centre de documentation, la pérennisation du prix national des droits de l'homme, l'organisation continue des sessions de formation de l'Université des droits de l'homme, les modes de saisine diversifiés et accessibles du CNDH aux populations 24/24 avec un numéro vert, la tenue régulière du briefing du corps diplomatique, l'implantation nationale du CNDH dans les 31 régions, la visibilité accrue du CNDH auprès des populations au vu du nombre croissant des saisines, l'existence d'un plan stratégique 2022-2025, l'existence d'un siège propre. Pour la première fois, un Ivoirien, M. Alfred Kwasi, conseiller aux droits de l'homme, siège au comité des droits de l'homme des handicapés au niveau des Nations Unies. La présidente du Conseil national des droits de l'homme reconnaît que beaucoup a été fait. C'est un document de 126 pages mis à la disposition du haut représentant du président de la République qui doit à son tour acheminer ce rapport au président Alassane Ouattara. Je me réjouis du succès réalisé par la Côte d'Ivoire sous la conduite éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année 2022, notre pays a maintenu sa stabilité et renforcé sa présence sur la scène mondiale. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté pour tous les Ivoiriens et les populations vivant sur notre sol. Nabizata Sangaré a fait un tour d'horizon sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur la pérennisation du prix des droits de l'homme pour faire la promotion de ce secteur. On reste sur place. Le Conseil national des droits de l'homme a reçu la visite de Jessica Ba-Davis, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le mode de fonctionnement de l'institution a fait l'objet des échanges. Souleymane Donisongou, Abdoulaye Kone. Jessica Davis-Ba, dans les locaux du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Elle vient s'enquérir des résultats des actions réalisées au cours de l'année 2023. C'est avec une grande satisfaction que la première responsable de l'institution l'a reçue. Nous l'avons reçu avec les conseillers, lui présenter l'institution, son mandat, le travail que nous avons accompli depuis le début de l'année. Et nous avons souhaité également solliciter l'accompagnement des Américains au travail des droits de l'homme parce que nous avons notre rôle de vigie, de surveiller le respect des droits de l'homme. Attachée résolument aux valeurs du respect des droits de l'homme, la diplomate américaine s'est réjouie de cette rencontre. Jessica Davis-Ba a salué les avancées obtenues par la Côte d'Ivoire sur la question du respect des droits humains. Nous avons parlé de la collaboration dans plusieurs domaines, les enquêtes, le grand travail qu'ils sont en train de faire, pas seulement ici à Abidjan, mais surtout
dans toutes les régions du pays. C'était pour féliciter le CNDH et Madame la Présidente et tous les conseillers pour le grand travail qu'ils sont en train de faire pour défendre les droits de l'homme. C'était aussi pour les encourager et de souligner l'importance que les États-Unis mettent sur les questions de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent des relations multidimensionnelles. Les deux pays partagent une volonté commune, celle d'améliorer la situation en matière des droits de l'homme, tels que le respect de tous les droits sans discrimination de race ni de sexe, l'existence d'une société civile et le respect de la liberté d'expression. Sur la même voie, on retrouve l'UNESCO qui est en conclave au Brésil. C'est le 3e forum mondial de l'organisation sur le racisme et les discriminations. La Côte d'Ivoire est présente à travers la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision conduite par Euphrasie Yaoukassi. On voit cela avec Didier Nguessan, notre envoyé spécial. Tous les hommes naissent libres et égaux. Mais dans la pratique, cette déclaration des Nations Unies reste encore un idéal à atteindre. Les barrières, entre autres, se nomment discrimination et racisme. Des mots au centre des réflexions du 3e Forum mondial de l'UNESCO à São Paulo, au Brésil. Dans la lutte contre le racisme, nous avons posé plusieurs actions, notamment une loi sur les quotas, un statut de l'égalité raciale et l'enseignement de l'histoire des afrodescendants, de même que la création d'un ministère de l'égalité raciale depuis 11 mois. Ce ministère a permis à bon nombre de minorités d'accéder à la propriété. Notre expérience dans les favelas, les quartiers difficiles, nous forge. C'est une lutte collective. L'UNESCO déploie ainsi toutes ses énergies pour construire un monde meilleur. Nous avons besoin d'avoir des politiques et des décisions et d'actions qui soient vraiment effectives. Ce n'est pas seulement d'être convaincu qu'il faut faire quelque chose, c'est d'avoir les moyens de le faire d'une manière effective. Et maintenant, on va vraiment avoir beaucoup des idées, des actions qu'on va poursuivre pour vraiment avoir un impact meilleur. Dans la lutte contre les discriminations, la Côte d'Ivoire est plutôt bonne élève sur le continent, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Le dernier rapport de 2023 montre la Côte d'Ivoire comme le premier pays à avoir le meilleur score de lutte contre les discriminations. Ça fait 17 ans que nous travaillons sur ces questions. C'est un programme de longue haleine. On a fait le genre de façon transversale. Le gouvernement est engagé, la société civile, les partenaires au développement, le ministère en charge de la femme. Nous travaillons ensemble pour qu'à l'horizon 2030, nous ayons de meilleurs résultats, mais aussi à l'horizon 2063, avec l'Union africaine, que vraiment cette discrimination diminue, sinon disparaisse. Euphrasie Yao a partagé lors de ce panel les outils et les mécanismes mis en place en Côte d'Ivoire pour réduire les inégalités hommes-femmes. Par l'hémicycle, face aux députés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, a défendu la modification de 3 projets de loi, dont 2 portant statut des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Abdoulaye Koné. Il était question d'incompatibilité ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les lois 2014 relatives au fonctionnement des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan ont été harmonisées. Les textes adoptés à l'unanimité des députés présents et représentés devant la CAGI, la Commission des affaires générales et institutionnelles. Une personne X qui exerce une fonction qui n'est pas compatible avec une autre qu'il convoite. Il appartient à cette personne, une fois élu ou une fois désigné pour cette fonction, de choisir soit de maintenir sa fonction précédente, en ce moment il ne pourra pas être occupé pour la fonction nouvelle, ou alors il abandonnera la fonction précédente pour la fonction nouvelle. Mais il y a naturellement des fonctions qui s'imbriquent, qui ne peuvent pas, pour lesquelles effectivement dont l'exercice n'est pas incompatible. C'est le cas d'un député qui est maire, un sénateur qui est maire. Mais naturellement, vous savez bien qu'un maire ne peut pas être en même temps que président du conseil régional. Le 3e texte soumis aux députés aura permis de ratifier une ordonnance prise par le chef de l'État dans le cadre des élections municipales, régionales et sénatoriales au cours de l'année 2023.
Une mesure prise de façon exceptionnelle pour faciliter le quotidien des populations et qui devient, à compter d'aujourd'hui, une loi. Mais au-delà justement des textes que nous avons présentés, j'ai salué la contribution des députés qui ont eu à cœur de faire des propositions dans le cadre de l'amélioration du statut des élus locaux de façon globale, dossier sur lequel nous sommes en train de travailler avec la plus grande attention. Je voudrais assurer que le président de la République, conformément aux instructions qu'il nous donne, a à cœur de faire en sorte que chacun se retrouve dans le tissu socio-économique et dans le train du développement de notre pays. La session de ce jour répond à la volonté du gouvernement d'assainir le milieu des entités décentralisées, tout ceci afin que les autorités élues soient dignes des fonctions qu'elles occupent. Sur le champ politique, la campagne pour la reprise des élections locales s'est bien déroulée. Les partis politiques appellent leurs militants à respecter le jeu démocratique et tourner le dos à la violence. Walter Amadou Ouattara. Au siège régional du PDCI RDA à Diokwe, l'heure est à la mobilisation pour des élections partielles sans violence. La paix, c'est notre credo. Nous avons accepté les décisions de la CEI. Nous avons validé certains résultats et d'autres ont été invalidés et on nous appelle à retourner aux urnes. Tout ceci se passe dans l'ordre. Nous invitons toute la population à aller au vote et que le meilleur gagne. C'est la même dynamique au PPACI. Je demande à la population, je demande personnellement et particulièrement à mes militants, aux votants du PPACI, d'aller aux urnes, d'aller s'exprimer et de laisser la CEI faire les décomptes dans la paix. À la place de la paix, toujours à Diokwe, des émissaires du RHDP s'entretiennent avec la population. Également évoqué l'entente entre les cadres de la région du Guémont. Le gagnant de ces élections partielles 2023 doit être le développement, non la haine, qui n'arrange personne, insistent les différents intervenants. Le président de notre parti, le docteur Alassane Ouattara, nous a instruit de venir faire en sorte que tous les enfants du Guémont puissent se retrouver ensemble pour travailler. C'est pour cela qu'il y va de notre intérêt de ramener la paix dans cette région. Et s'il plaît à Dieu, la paix va revenir. J'ai lancé cet appel-là pour que nous nous rassemblions et nous allons mettre en place un collectif des élus locaux du district des montagnes pour que ça nous donne les moyens d'échange d'expérience, de recherche de partenariats à l'extérieur et tout ça va contribuer certainement à apaiser les cœurs. Donc j'ai demandé aux parents de continuer à faire des prières pour le président de la République pour qu'il ait la force de servir la Côte d'Ivoire. Des citoyens rencontrés dans les rues adhèrent au message. S'il n'y a pas la paix, comment les enfants, les jeunes vont travailler? Voter en paix sans avoir fait discours. Ici à Diokwe, on promet qu'il n'y aura rien qui sera cassé. La violence n'apporte rien. Il faut, pour consolider les acquis, pour développer le Guémont, il faut une cohésion totale, en parfaite harmonie avec tout le monde. Parce que le Guémont en souffre énormément à cause des divergences entre nos cadres d'ici. Les jours de campagne au titre de ces élections municipales et régionales partielles 2023 dans le Guémont se sont bien déroulés. Le souhait de tous ici est que cette atmosphère paisible continue de régner lors du scrutin, pendant et après la proclamation des résultats. Depuis plus de 3 mois maintenant, le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a démarré ses activités. Nouveaux locaux, nouvelle manière de traiter les dossiers, accueil impeccable. Voici le constat fait par Hamza Diaby qui nous y amène. Regardons. Paris, 8e arrondissement, 19 rue de la Pépinière. Bienvenue au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, un bâtiment flambant neuf de 5 niveaux au cœur de la capitale française. C'est à l'image d'un pays, la Côte d'Ivoire qui est un pays non seulement très moderne, mais qui est un pays qui veut avancer, avoir toujours une communauté ivoirienne qui est prise au sérieux, pour laquelle on fait un certain nombre de démarches. La Côte d'Ivoire est un pays très important. Et tout ce que nous faisons doit être à l'image de notre pays. Notre comportement doit être à l'image de notre pays. C'est pour ça que nous avons énormément de messages dans le bâtiment. On a aussi des aspects culturels dans le bâtiment. La salle d'attente, là, qui est vraiment exceptionnelle et tout. L'accueil est bien. Et le personnel
qui m'a reçu est très poli. Et ce sont plusieurs services qui sont proposés ici, notamment ceux en rapport avec les actes d'état civil. La loi ivoirienne disposant, par exemple, que tout Ivoirien né à l'extérieur doit nécessairement faire transcrire ses actes auprès du consulat général de son lieu de naissance. Alors, elle est venue faire la transcription de l'extrait de date de naissance de son enfant, les enfants qui sont nés en France. Donc, on a fait son extrait de date de naissance. À partir de l'extrait, elle peut faire tous les documents ivoiriens, c'est-à-dire le passeport, le certificat de nationalité. Même ceux qui sont plus âgés peuvent faire leur carte d'identité avec l'extrait de date de naissance que nous faisons ici. Le délai a été très court. J'ai déposé donc il y a 2 semaines exactement. Et j'ai reçu le mail et donc j'ai pris rendez-vous et puis j'arrive aujourd'hui pour récupérer. Très satisfaite. C'est comme pour la carte consulaire qui se fait automatiquement sur le champ. Ça aussi, c'est vraiment agréable. Nouveaux locaux, nouvelle façon de faire. Et ça, on apprécie. C'est vraiment agréable de venir au consulat de la Côte d'Ivoire maintenant. Et comme à son habitude, Isiaka Konaté fait aujourd'hui en notre présence le tour des bureaux de ses collaborateurs pour s'assurer que tout se passe bien. Madame Gouessé vient d'arriver, elle est diplomate fraîchement affectée d'Abidjan. Donc elle sera responsable ici dans un premier temps des services d'immatriculation parce que c'est très important. C'est un service qu'on est en train d'améliorer parce qu'on est en train de passer à une sorte de système biométrique avec possibilité de vérification par QR code de la carte consulaire ivoirienne. Chez le PR, elles sont en terrain de travail, donc on ne va pas les déranger. Au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, la satisfaction des usagers est la priorité. C'est un consulat général avec une grande dimension en termes de charge de travail. Il n'y a qu'à voir simplement l'étendue de la juridiction qui fait 360 000 km². Et selon les chiffres, c'est 107 000 Ivoiriens que nous gérons. En tout cas, pour nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et nous nous attelons à améliorer chaque jour ce que nous avons à faire pour les Ivoiriens. Mais c'est super, le personnel est très professionnel, l'accueil est cool, tout est prêt. Alors bravo pour la Côte d'Ivoire, hein, franchement. Et je remercie tout le monde, surtout notre président, tout ce qu'il fait pour nous, qu'on le remercie, qu'on est très fiers de lui. Pour finir, Isiaka Konaté insiste auprès des Ivoiriens de Paris et des autres usagers que toute arrivée au consulat général doit se faire après une prise de rendez-vous en ligne. Fini les pertes de temps inutiles. À l'époque, on avait un système de retrait de passeport où tout le monde se présentait avec son reçu, on allait ensuite chercher son passeport. Maintenant, on fait un système de rendez-vous de 30 à 50 personnes par jour avec une sorte d'intervalle de 5 minutes par rendez-vous. Les personnes viennent, ils prennent leur passeport dans l'attente, dans une salle quand même assez agréable, et puis repartent sans difficulté. Ils ne perdent pas de temps. Normalement, aujourd'hui, pour retirer le passeport, vous avez moins de 10 minutes sur site. Entre le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris et les usagers, c'est donc une histoire qui démarre sur de bonnes bases. Et selon Isiaka Konaté, tout est mis en œuvre pour qu'il en soit toujours ainsi. Voilà le dossier inter d'Hamza Diaby sur le nouveau consulat de Côte d'Ivoire à Paris. De Paris, justement, prenons la direction du Japon à près de 10 000 km. Le Conseil national pour la nutrition poursuit son séjour de travail au pays du soleil levant. La délégation vient de faire une immersion à Copdeli, une coopérative de consommation comptant plus de 5 millions de membres. Sa spécialité est de produire et vendre à grande échelle des aliments de première nécessité. Mahama Traoré. Deuxième journée de prospection du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance au Japon. Toujours présente dans la ville de Saitama, le secrétaire exécutif Moustapha Cissé et sa délégation continuent d'explorer les installations de Copdeli, cette coopérative commerciale japonaise qui finance via l'UNICEF des programmes de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Avec plus de 5 millions d'actionnaires, eux-mêmes producteurs pour la plupart, Copdeli assure l'approvisionnement de sa chaîne de supermarchés. Tout part des centres de production comme celui-ci bâti sur 2 hectares dans la banlieue de Saitama. 145 employés travaillent au quotidien à conditionner ces aliments vendus aux membres de la coopérative. L'enseigne dispose également d'un centre de distribution qui reçoit en moyenne 70 000 commandes au quotidien. Tout cela dans le respect des normes hygiéniques garantie par le Centre d'inspection microbiologique de l'entreprise, de la nutrition saine, bon marché et créatrice de richesse,
Le modèle Copdeli a de quoi inspirer la délégation ivoirienne. Au Japon aussi, on a vu effectivement des personnes de 90 ans, de 95 ans. On s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'effectivement cette longévité? On vient d'avoir le résultat à travers effectivement ces différentes étapes. Ce n'est pas les ressources qui manquent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les compétences qui manquent. Et je pense que les moyens, si on peut les avoir, c'est une question vraiment de volonté politique. Et je pense que lorsqu'on sera chez nous en Côte d'Ivoire, on pourra faire un compte rendu effectivement à nos autorités pour que effectivement le modèle du Japon soit implémenté en Côte d'Ivoire. Implémenter ces bonnes pratiques Made in Japon en Côte d'Ivoire permettra de renforcer la sécurité alimentaire et de répondre aux défis du bien-être nutritionnel des populations. Voilà des solutions qui seront certainement explorées du côté d'Abidjan, au plateau notamment, où se tient un atelier pour le développement agricole. C'est à l'initiative du Fonds international de développement FIDA. Juliette Rouillard. Selon des chiffres publiés en 2023, un Africain sur 5 est confronté à la faim. Il faut changer la donne. La malnutrition, qu'on dit que c'est les enfants de moins de 5 ans, c'est à peu près à 46%. Ce qui fait qu'un enfant sur 2 souffre de la malnutrition. Le grand ouest du Burkina, qui est considéré comme le grenier du Faso. Mais la situation nutritionnelle est telle que cette région qui est régorgée être le grenier du Faso est la zone où il y a le plus de malnutris. 17 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, participent à une rencontre régionale organisée par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Pendant 3 jours, les participants vont partager leurs connaissances et expériences en matière de nutrition, de développement rural et de transformation des systèmes alimentaires. Au niveau du FIDA, notre démarche consiste dans un premier temps à promouvoir des investissements qui assurent une production agricole plus nutritive, diversifiée, qui relève la disponibilité en aliments sains, tout en créant dans les chaînes de valeur des opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité. Un conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a été mis en place. La Côte d'Ivoire a créé le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM. Le Fonds international de développement agricole investit dans les populations rurales en vue de réduire la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire. Depuis 1978, le FIDA a octroyé plus de 24 milliards de dollars aux pays membres sous forme de dons ou prêts à faible d'intérêt. Je vous en vais suivre à présent la remise de diplômes de 37 auditeurs de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire, des diplômes d'ingénieurs techniques d'imprimerie et de techniciens supérieurs d'imprimerie. Kadikone. C'est tout sourire que ces 37 agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme après 2 années de formation passée à l'École des arts et images numériques de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Ces diplômes leur confèrent dorénavant le statut d'ingénieur technique d'imprimerie et de technicien supérieur d'imprimerie. C'est pour moi un honneur d'avoir participé à cette formation et je dis merci à nos autorités qui ont bien voulu nous permettre de nous former. La fonction publique était à la recherche d'un centre de formation pour ces personnes-là qui ont besoin de changer de catégorie, qui ont besoin de connaître une évolution dans leur secteur et l'ISTC a été trouvé. Cette formation des agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la réforme de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, initiée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il y a certains qui étaient donc agents techniques d'imprimerie, ils deviennent techniciens supérieurs d'imprimerie, d'autres techniciens supérieurs d'imprimerie, ils deviennent ingénieurs de technique. Le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration suit de près tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne le renforcement des capacités de ces agents. Désormais, en collaboration avec l'ISTC Polytechnique, les fonctionnaires admis au concours professionnel dans les métiers de l'imprimerie seront formés par cet établissement d'enseignement supérieur.
Un retour sur ce communiqué émanant de la présidence de la République avant de pousser les portes de l'actualité internationale. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 novembre 2023 à la signature d'un décret abrogeant le décret numéro 2021-179 du 29 mars 2021 portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République exprime sa gratitude à M. Abdourahmane Cissé pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que pour son engagement au service de l'État, fait à Abidjan le 30 novembre 2023. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, guerre Israël-Hamas. 8 otages ont été libérés ce jeudi, 2 en milieu d'après-midi et 6 supplémentaires dans la soirée. En échange de la libération de la dizaine d'otages, Israël doit libérer de son côté 30 prisonniers palestiniens. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis jeudi pour un 7e jour afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages, ont annoncé les deux camps. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.